Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour ce premier midi de l'IREMO de cette nouvelle année. Donc d'abord, tous mes meilleurs voeux pour ceux que je n'ai pas encore vus, puisque j'ai eu le plaisir d'animer la controverse mercredi sur l'Irak. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas là mercredi. Donc tous mes meilleurs voeux à partager avec vous tous. Et donc ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre. Grâce à la présence de Patrick Henny, qui est de passage à Paris et qui a eu la gentillesse de prendre du temps pour venir à l'IREMO et nous parler de la Syrie. Alors, c'est la Syrie, un sujet dont on parle beaucoup moins dans les médias, en tous les cas maintenant depuis de nombreux mois, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y s'y passe rien, loin de là. On sait que les bombardements viennent de reprendre aussi à Idlib depuis quelques jours, que les forces du régime avec les Russes ont repris les bombardements sur Idlib. Donc cette guerre qui est une guerre qui a provoqué une certaine lassitude, si je puis dire, dans les médias et de la part d'un certain nombre de populations dans les pays européens, n'empêche pas qu'il faille en parler, qu'il faille essayer de comprendre surtout ce qui se joue aujourd'hui en Syrie. Et nous avons intitulé cette rencontre Syrie, la guerre d'usure. Et je crois que ce terme est intéressant et j'insiste sur ce terme qui a été proposé par Patrick Henny, qui préfère ce terme au terme de conflit gelé, qui est un terme qui est souvent évoqué lorsque l'on parle de la Syrie. Donc, il va nous expliquer pourquoi il préfère ce terme de guerre d'usure à ce terme de conflit gelé. Alors, Patrick Henny, qui est chercheur à l'Institut européen de Florence, qui est docteur en sociologie et qui est également chercheur au Centre pour le dialogue humanitaire, a l'avantage extraordinaire, pour nous en tous les cas, c'est qu'il se rend régulièrement en Syrie, dans le nord, dans la région de Idlib, mais aussi dans la région contrôlée par les Kurdes. Et donc, c'est un homme de terrain, mais aussi quelqu'un qui réfléchit et qui peut proposer une analyse de la situation, des rapports de force qui se jouent dans ces deux régions, et avec une approche aussi qui est intéressante, c'est que Patrick Henny va parler aussi bien de la situation, donc c'est ce qu'on appelle la poche de Idlib, même si ce terme n'est pas forcément le plus adapté, mais également de ce qui se passe dans la région contrôlée par les Kurdes, et avec une volonté de parler de ces deux zones qui échappent au contrôle du régime. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Patrick, qui va donc nous parler de cette situation, de cette guerre d'usure en Syrie, avec ses focus sur les dynamiques qui sont à l'œuvre dans les zones tenues par l'opposition. Et donc, pour reprendre le mode de fonctionnement qui est habituel à l'IREMO, une présentation d'une demi-heure, 40 minutes maximum, et après, dialogue avec vous, qui nous permettra d'aller sur certains thèmes que nous n'aurons peut-être pas abordés lors de la présentation de Patrick. Voilà, donc merci pour votre présence et merci à toi, Patrick, d'avoir fait ce détour par l'IREMO lors de ton séjour parisien, et je te donne la parole. Magnifique, merci Agnès. Bonne année à tous d'ailleurs au passage, il est encore temps. Et pour entrer directement dans le vif du sujet et reprendre cette histoire de termes. Le terme de guerre d'usure, je pense que a plusieurs avantages. Il capte de manière plus précise ce qui se passe vraiment, alors que le conflit gelé, finalement, ne fait qu'entériner une réalité en négatif. C'est-à-dire, il n'y a plus de conflit ouvert, effectivement, depuis 2020, depuis le printemps de 2020, les grands fronts se sont tus. En fait, les trois grands fronts. Premier, la bataille contre Idlib, qui a été la plus longue bataille qui s'est jouée dans le drame syrien. C'est-à-dire une offensive du régime et de la Russie qui aura duré un peu plus d'1 an, se clôt en mars 2020 par un accord entre la Turquie et la Russie. Cet accord suit 2 autres ententes internationales également qui auront, elles, verrouillé le nord-est en quelque sorte suite à une offensive turque qui aura permis de reprendre une partie de la bande frontière entre la Syrie et la Turquie, et qui
clairement délimitent aujourd'hui des zones d'influence. Et troisièmement, le dernier grand front qui s'est tari, c'est le front de la guerre contre l'État islamique, hein. Avec la reprise de la petite bourgade de Barouz, l'État islamique comme projet territorial disparaît en Syrie. Il continue d'exister sous d'autres modes, on y reviendra au cours de cette présentation. Mais maintenant, on est dans une nouvelle phase. Alors, bien sûr, l'absence de front peut, en termes négatifs, nous permet de parler en termes de gel, mais le gel capte très peu des dynamiques qui se jouent actuellement en Syrie, à la fois dans les différentes zones et entre elles. Et nous préférons le terme de guerre d'usure, précisément parce qu'il cerne d'abord mieux les enjeux. Et l'enjeu principal à ce jour est sans doute pour les trois grands acteurs restants, l'opposition tournant autour de la Turquie, les Kurdes arrimés aux Américains et finalement le régime adossé à la Russie et à l'Iran. La question peut être au-delà et à côté des processus qui sont tous bloqués, on y reviendra également, c'est qui va tenir le plus longtemps. Et donc, ça ouvre deux lignes de questionnement. La première, c'est qu'est-ce qui se passe dans ces zones, et la deuxième, c'est qu'est-ce qui se passe entre elles. La guerre d'usure permet d'abord de très bien capter la deuxième dynamique, qu'est-ce qui se passe entre elles. Ce qu'on voit, c'est que si le conflit est effectivement gelé, ça ne veut pas dire que les animosités se sont tues ou que les volontés des différents acteurs restants de déstabiliser les autres se sont arrêtées. Au contraire, on passe d'une guerre de front à une guerre de déstabilisation, partout, dans toutes les zones. Et on peut les énumérer une à une. La première, et sans ordre de priorité, c'est ce qu'Agnès avait mentionné au départ, c'est autour des lignes de front. Le régime continue de bombarder, et c'est une réalité qui est une réalité militaire, c'est également une réalité humanitaire. On était il n'y a pas très longtemps à Idlib, on a couvert un peu le sud des lignes de front, et ça met les populations dans une phase d'attentisme permanent où elles tentent des retours toujours impossibles vers leurs villages qui sont sur ces lignes, sur l'axe qui va être bombardé. Et c'est une guerre d'usure dans le sens où l'objectif est précisément ça, éviter de la normalisation. Le régime bombarde, permet aux populations de revenir, les repousse de nouveau dans les camps ou dans les situations de déplacés, en maintenant la pression de cet ordre-là. Ça veut dire aussi plus de pression sur les forces qui tiennent le terrain à Idlib aujourd'hui, HTS en l'occurrence sur le plan militaire, plus de pression sur les humanitaires également, qui ont les camps à gérer. Rappelons que Idlib, c'est 1,2 million de personnes dans des camps aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près un tiers de la population résidant dans ce territoire qui est un petit peu plus qu'une poche, mais qui est effectivement pas très grand. Et alors, d'abord, c'est que autour des fronts, la conflictualité reste. Ça vaut pour les fronts entre le régime et l'opposition HTS et forces de l'armée syrienne libre, mais ça vaut également, a fortiori, dans la relation plus que tendue entre les SDF soutenus par les Américains et l'Occident et la Turquie. Où ce qu'on voit se jouer maintenant, c'est du côté des SDF la mise en place, la consolidation d'opérations militaires dans les zones sous contrôle turc. Opérations terroristes pour les uns, guerre de résistance pour les autres, tout dépend de quel point de vue on se place, mais on a un niveau de conflit et d'engagement militaire qui se renforce dans les zones sous contrôle de la Turquie, notamment à Afrin, El-Bab, Jarablus et Azaz, dans ces périmètres repris par les deux opérations militaires turques qui, l'une, aura coupé la route aux Kurdes qui tentaient, sous couvert de guerre contre l'État islamique, de rallier le territoire kurde d'Afrin avec le reste des zones kurdes du nord-est, et ensuite une volonté
d'affaiblir le PID et le PKK dans le territoire de Afrin avec une bataille directe qui s'est menée sur cette zone pendant quelques courtes semaines au printemps 2018. Et à cette guerre opération de résistance ou de terrorisme menée par les Kurdes, la Turquie, depuis cet été, tend toujours plus à répondre maintenant, après une phase d'attentisme, par une politique de frappe ciblée autour de personnalités leaders et commandants militaires le long de la bande frontière, faisant avec cette nouvelle posture militaire, remplissant 3 objectifs. Le premier, c'est de clairement signaler aux Russes et aux Américains que leurs intentions de mettre en place un périmètre sans présence du PKK sont des objectifs et des engagements non tenus. Le deuxième objectif, c'est bien sûr affaiblir leurs opposants qui sont maintenant en guerre avec eux. Je pense que c'est important de rappeler ça. Et troisièmement, ce qu'on voit se faire avec la mise en place de ces réponses turques aux actions menées par les SDF et le PKK à Afrin et dans les zones contrôlées par la Turquie, c'est un lent déplacement de l'ancienne confrontation entre le PKK et la Turquie qui avant se déroulait dans un jeu d'action et de réaction entre Kandil, le bastion du PKK et les territoires turcs où le PKK menait ses actions. Ce jeu s'est arrêté parce que le PKK n'a plus de capacité opérationnelle véritable en Turquie, mais il se déplace maintenant vers la Syrie, où le PKK, en quelque sorte, retrouve les moyens de mener une guerre d'usure, encore une fois, contre la Turquie, mais cette fois-ci sur le sol syrien. Ce qui a des conséquences importantes, notamment sur les solutions politiques, c'est que les efforts mis par une partie du leadership de l'administration autonome du Nord-Est de chercher une paix, un gros mot, une désescalade, on va dire, avec la Turquie séparée de la confrontation entre le PKK et Ankara, est désormais impossible. Ce qui se joue à travers cette guerre d'usure maintenant, en termes militaires mais aussi politiques, c'est l'indissociabilité des 2 théâtres syriens et nord-irakiens où se joue la confrontation entre le PKK et la Turquie, avec une conséquence importante, c'est qu'une solution politique, aujourd'hui, vu que le PKK est partie prenante sur l'ensemble de ces territoires, ne pourra pas faire, dans un sens ou dans un autre, l'économie d'une inclusion du PKK dans un processus politique ou dans une issue militaire, mais à ce jour plus qu'incertaine. Et finalement, ce qu'on voit, troisième étage ou volet de cette guerre d'usure, c'est entre l'administration autonome contrôlée par le PID kurde et le régime et les Russes de l'autre côté, où effectivement le niveau de tension est moindre. On n'a pas eu de confrontation directe depuis longtemps, il n'y a jamais eu de confrontation armée d'envergure entre eux, mais maintenant, pour Damas, le projet politique kurde, dès lors qu'il s'est adossé à la présence militaire américaine et à l'aide de la coalition, ne devient pas simplement un mouvement opposé, mais avec lesquels on pouvait trouver des ententes. Les Kurdes glissent dans le camp des ennemis. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Ça a une conséquence majeure sur le positionnement politique des Kurdes eux-mêmes, qui maintenant ne croient plus à une entente possible avec Damas. Si, bien sûr, formellement, et au point de vue de position générale, ils vont dire qu'il faut trouver une entente à terme avec Damas, ils savent très bien que c'est impossible. Et sur l'année et demie qui a suivi le sentiment kurde du lâchage américain après l'autorisation américaine donnée aux Turcs d'intervenir dans le Nord-Est,
Il y a une deuxième dynamique d'épuisement, c'est la croyance des Kurdes dans la capacité et l'intérêt de la Russie de jouer un rôle de médiateur entre eux et Damas. Donc dans ce contexte-là, ce qu'on voit, c'est que Damas, en tant que gouvernement, en tant qu'armée, en tant que structure de milice, appuyée par la Russie, ne cesse de multiplier les efforts de déstabilisation. Ils s'exercent un peu partout. Ça va des menaces toujours plus ouvertes de la Turquie, de la Russie sur le PID. C'est des projets de déstabilisation très locaux, mobilisation des réseaux pro-régime, comme on l'a vu à Deir ez-Zor ou à Manbij récemment. Ça va être la Russie qui va tout faire pour forcer ses convois dans les territoires contrôlés par les Américains et avec ça casser symboliquement l'idée qu'il existe une zone d'influence américaine. Il y a une vraie politique russe des convois qui consiste précisément à dire qu'il n'y a pas de territoire que la Russie ne peut atteindre. Et ça, dans une logique de guerre d'usure, c'est du symbolique, mais c'est du symbolique extrêmement efficace ou important dans la mesure où il concerne directement les allégeances des populations. Les populations à Deir ez-Zor, voyant les convois russes passer à plusieurs reprises ces derniers mois, constatant et entérinant les opérations d'amnistie menées à nouveau depuis à peu près 2 mois par le régime, ayant encore en mémoire le lâchage américain de 2019, les hésitations du président Trump tout autour de son mandat et l'absence de politique claire américaine au-delà de leur présence, ces opérations menées par la Russie fragilisent en quelque sorte les liens existants entre les populations sur place, dans l'ensemble des zones contrôlées par les SDF et leurs administrations de tutelle désormais contrôlées par la Turquie. Donc on est dans un contexte moins brutal que la guerre civile qui aura balisé près de 7 ans du conflit syrien, mais on est dans une période où les rapports de force continuent de s'exercer et de s'exercer fortement entre l'ensemble des acteurs. D'où l'intérêt de regarder à la fois ce qu'on a fait rapidement maintenant, les rapports entre eux et comment est-ce que ce conflit gelé, en fait, pratiquement se traduit par une guerre d'usure entre les acteurs. Et ensuite, le grand enjeu qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la résilience des différents projets politiques qui existent encore à l'intérieur du territoire syrien aujourd'hui. Et là, on a des évolutions intéressantes. Tout d'abord, ce qu'on voit du côté du régime, c'est une lente dynamique de fragmentation qui continue et qui s'exacerbe. La fragmentation, c'est une fragmentation des institutions. Il n'existe de moins en moins d'institutions qu'on puisse parler, à proprement parler, d'institutions étatiques. Les capacités du centre de contrôler les périphéries, même sous son contrôle, diminuent. Fragmentation territoriale, les dynamiques locales à Soueida, à Deraa, sur la côte, dans la capitale, diffèrent du tout au tout. En fait, ce qu'on voit se mettre en place, c'est une logique de régionalisme au pluriel, à l'intérieur même des territoires contrôlés par le régime, dans un contexte où la fragmentation institutionnelle est également une fragmentation des structures militaires, particulièrement visible, mais pas seulement, dans l'est de la Syrie, où la compétition et les rivalités entre les différents groupes armés, que ce soit les structures miliciennes locales, que ce soit les unités locales de l'armée, cette hyper-compétitivité entre eux, y compris d'ailleurs entre milices pro-iraniennes et entre ces milices et les différents corps de l'armée qui sont sur place, rivalités qui ont
pour l'essentiel, pour enjeu, le contrôle de tous les trafics et de l'économie de guerre qui s'est mis en place entre le Nord-Est et Damas, où les différents acteurs font commerce de pétrole, de blé, de voitures également parfois, de bétail, contrebande en tout genre, etc. La compétitivité se règle par les armes. Elle se règle par les armes et parfois elle se règle via l'instrumentalisation de l'État islamique. Et si on regarde, et c'est un point qui est important parce qu'il concerne directement la légitimité des acteurs sur place. Si on regarde le dernier lieu où l'État islamique a encore des capacités militaires, non pas des capacités sécuritaires au sens où faire des attentats ou imposer de l'argent de protection à des populations, à des notabilités locales, mais une capacité militaire, c'est-à-dire avoir des convois armés, prendre des villages, pillonner des positions de l'armée, tenir des bouts de territoire pendant un moment donné. Le dernier espace où l'État islamique en Syrie a encore des capacités à proprement parler militaires sont les espaces de l'Est contrôlés par le régime. Et la clé explicative de cette pérennisation militaire de l'État islamique n'est pas tellement à chercher dans la faiblesse de l'État ou de l'armée, mais dans la fragmentation des structures miliciennes et militaires qui existent dans ces zones. Et c'est important parce que le régime essaye de se reconstruire une légitimité sur deux piliers principaux. Le premier, c'est la légitimité de la contre-insurrection. Nous sommes l'acteur le mieux équipé pour en finir avec ce qu'ils appellent le terrorisme, c'est-à-dire l'État islamique, mais bien sûr, dans la définition de Damas du terrorisme va bien au-delà de l'État islamique, simplement. Et donc, on voit que finalement, sur la contre-insurrection comme argument de légitimité ne fonctionne plus empiriquement aujourd'hui. Le deuxième argument, qui tend toujours plus à être invalidé par les faits dans ce contexte de guerre d'usure / conflit gelé, c'est la préservation des institutions. Deuxième argument du régime, c'est de dire nous sommes les protecteurs des institutions de l'État. Oui, nous sommes dans une logique autoritaire, mais nous préservons un certain ordre institutionnel. Or, ce qu'on voit actuellement, c'est ce qu'on décrivait, c'est que cet ordre institutionnel est toujours plus mis en péril par les dynamiques de fragmentation qui l'affectent depuis plusieurs années, mais qui s'accentuent avec l'effondrement de la livre, la crise économique, etc. Crise d'élite, absence de médecins, par exemple, pour gérer des hôpitaux. On trouve les hôpitaux gérés par des infirmiers. Au mieux, dans certains endroits, crise économique, reprise de l'immigration, capacité limitée du centre à contrôler ne serait-ce que ces unités militaires et sécuritaires. En gros, on peut progressivement questionner les réalités de ce qu'est l'État aujourd'hui, après un peu plus de 10 ans de conflit. Et ce qui est intéressant, si on se penche maintenant de l'autre côté, du côté des territoires qui restent hors d'atteinte du régime, on peut le diviser en 3 parties pour faire court. HTS, ex-branche locale d'Al-Qaïda, désormais découplée de la maison mère et tentant de se reconstruire une virginité locale et internationale dans le territoire qu'elle contrôle à Idlib. 1. 2. Les différentes factions de l'armée syrienne libre, désormais sous contrôle total de la Turquie, mélangeant dynamique milicienne et mercenariat à travers la tutelle de la Turquie sur ces groupes. Et troisièmement, le territoire contrôlé par les FDS, les forces syriennes démocratiques, soutenues par les Américains et qui ont, dans un premier temps, profité du vide laissé par le régime lorsqu'il se retira des territoires contrôlés par
dominés par ou à majorité kurde pour se concentrer sur la confrontation avec les différentes factions armées de l'opposition. Et ensuite, l'instrumentalisation et l'utilisation de la guerre contre l'État islamique aura permis à ces forces kurdes, à l'origine, de s'étendre sur un territoire qui désormais est à plus de 70% un territoire à majorité arabe, s'étendant du vieux territoire ethniquement à majorité kurde, les villes de Qamishli, Amouda, la région de Afrin, Kobani Ain l'Arab sur la frontière, et s'étant maintenant implanté et consolider sa présence dans différentes grandes villes et territoires, allant sur Minbej, Raqqa, la fameuse ex-capitale entre guillemets de l'État islamique, et les différentes petites bourgades existant à l'extrémité est de la Syrie, dans la région de Deir ez-Zor. Dans les deux ordres structurés, tenus par des partis organisés, HTS et Idlib dans le nord-ouest, l'administration autonome et le PID dans le nord-est, à l'opposé des dynamiques de fragmentation qui caractérisent l'ordre institutionnel et social et militaire dans les zones contrôlées par le régime, on va se mettre en place des dynamiques exactement opposées. Une dynamique vers plus d'institutionnalisation, production institutionnelle, mise en place de gouvernements, de partisans dans les deux zones. Dans le nord-est, c'est sans doute un peu plus que ça, avec un fonctionnariat, si on inclut l'ensemble des forces armées, forces sécuritaires, institutions civiles, on arrive à environ 220-230 000 personnes vivant sur des salaires distribués par l'administration autonome. On est en place face à quelque chose d'assez unique. On a une vraie bureaucratie qui, au fil des années, s'est constituée, s'est implantée et s'est en partie enracinée dans les territoires que les FDS avaient pris depuis 2015-2016 à l'État islamique. Du côté d'Idlib, c'est plus balbutiant, beaucoup moins de ressources, et la gouvernance, entre guillemets, qui se met en place est beaucoup plus fragile, précaire, plus petite aussi. Aux 230 000 salariés du Nord-Est répondent 7 000, 7 500 salariés à Idlib, donc on est vraiment dans une logique très néolibérale, où un petit corps de fonctionnaires solidement adossés aux structures militaires contrôlées par HTS survit en donnant un strict minimum de services et en cherchant à tout prix, et c'est là où il y a un néolibéralisme, de déléguer toutes les fonctions de service à des tiers, que ce soit l'ONU, des ONG internationales, des ONG locales, des ONG soutenues par la Turquie, et actes au pluriel de délégations qui, soit dit en passant, produisent de l'apolitisme administratif. Les structures administratives et de gouvernance dans le Nord-Ouest, contrairement au Nord-Est, sont très peu politisées, alors même que la structure militaire qui les contrôle et qui les a établies, elle, reste solidement adossée à un référentiel islamiste au minimum. Donc, capacité à produire des institutions, mais aussi capacité à assurer de l'ordre. Et ça, c'est le deuxième point qui est important. HTS, par souci de contrôle, par projet hégémonique et par volonté de domination, après avoir, pendant plusieurs années, tout fait pour écraser les forces de l'armée syrienne d'abord, et ensuite les autres factions islamistes qui existaient sur la place, s'en prend maintenant de manière directe à ce qui reste d'aile dure au pluriel.
les anciens groupes, les groupes désormais connectés à Al-Qaïda, qui se regroupent sous l'appellation générique de Horas ad-Din, mais aussi, et c'est important, les différents réseaux qui restent encore de l'État islamique dans le nord-est. Et si on regarde maintenant la réalité de l'État islamique dans le nord-est, dans le nord-ouest, c'est une réalité fortement sous pression, peu de capacité à s'organiser en réseau, arrestations extrêmement régulières, les commandants locaux ont une durée de vie qui n'excède pas 3, 4 à 5 mois avant de se faire arrêter et d'être remplacé. Et à terme, sa capacité à projeter de la violence localement devient extrêmement faible. Dans le nord-est, pour continuer la comparaison, sur la question de la gestion de l'État islamique, ce qu'on voit, c'est des territoires qui sont, je vais utiliser un terme horrible, qui sont largement pacifiés, à l'exception de la bande est de Deir ez-Zor. Et on parle d'un périmètre d'à peu près 50 à 60 km, où l'État islamique est dans une démarche, effectivement, de reconstitution de réseau, où on peut parler de résurgence. La résurgence qui prend la forme d'un contrôle sur les populations, c'est-à-dire capacité à démobiliser ceux qui avaient rejoint à un moment les rangs des FDS ou de l'administration autonome, capacité à extraire des ressources des différents trafics qui existent sur la zone, capacité à imposer de la loyauté à toutes les personnes qui comptent. Ça, je crois que c'est important. Dans ce périmètre-là, il n'y a pas de personne importante qui ne paye pas son tribut financier d'une manière ou d'une autre à l'État islamique, que ce soit des personnalités militaires, il y aura sans doute des exceptions, mais définitivement les personnalités dignitaires tribaux, élites locales. Alors, une fois dit ceci, ce qu'il faut immédiatement rajouter, c'est que cette résurgence a un périmètre extrêmement localisé. C'est cette bande est, c'est 50, 60 km au maximum, et que ce périmètre de la résurgence n'a pas évolué, ne s'est pas étendu depuis environ 2 ans à 2 ans et demi. Ce qui fait que d'une part, l'État islamique, s'il arrive à se reconstituer dans cette zone, n'arrive pas à s'étendre au-delà. Et cette espèce de présidence résiduelle, mais sous contrôle, sans en faire aucunement une causalité de quoi que ce soit, est géostratégiquement fonctionnelle à la fois pour les Américains et pour les forces kurdes, dans la mesure où ça permet de maintenir l'utilité et la valeur ajoutée et la fonctionnalité à la fois de la présence américaine dans le nord-est et des forces et du soutien aux forces syriennes démocratiques présentes dans la zone. Donc si on fait ce petit tour d'horizon extrêmement, pas si rapide que ça, relativement rapide, Oui. de cette guerre d'usure, on voit que les deux piliers de la légitimation du régime de Damas, finalement, souffrent de cohérence par rapport à la réalité dans les zones contrôlées par le régime, alors qu'on voit que précisément ces deux piliers, c'est-à-dire la capacité de production institutionnelle et la pacification, tendent à se développer de manière significative dans les territoires contrôlés, non pas par l'ensemble des forces de l'opposition, mais par les territoires où existent des partis avant-gardistes qui ont réussi à s'imposer comme projet hégémonique local, que ce soit le PID dans le nord-est ou HTS et le gouvernement du salut, gouvernement syrien de salut dans le nord-ouest. Je vais peut-être conclure avec un dernier point qui me paraît important, c'est de prendre un peu de hauteur et regarder le jeu stratégique autour de ces zones et faire
tout petit peu de prospective. Ce qu'on a actuellement, et c'est peut-être la troisième dimension du conflit gelé, c'est le gel de toutes les démarches de résolution politique existant actuellement, soit qu'elles couvrent l'ensemble de la Syrie. Le processus de Genève est au point mort, il l'a toujours été, et il n'y a pas beaucoup de raisons a priori de penser que ça risque de changer, mais également sur le nord-est, plus précisément, les nouvelles conflictualités introduites par le contre-terrorisme soutenu par la coalition internationale, notamment spécifiquement la question du rapport à la Turquie de l'administration autonome, reste à ce jour, un, non réglé, deux, dans une situation de dégradation. On a vu que le théâtre PKK-Ankara et la confrontation qui se jouait à l'extérieur du territoire syrien, maintenant se joue à l'intérieur. On voit également que les États qui pourraient jouer un rôle dans une démarche d'escalade se contentent du minimum, et le minimum est infrapolitique, c'est rester sur place. La posture américaine actuellement, c'est ça, c'est plus de retrait envisageable à court terme, mais également pas d'efforts véritables réalisés pour désescalader et désamorcer ce qui est une bombe à retardement qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire la conflictualité entre le projet politique et militaire qui s'est constitué à l'onde ou sous la perspective de la guerre contre l'État islamique, qui est sous le contrôle du PYD lui-même, en relation organique avec le PKK d'un côté et la Turquie de l'autre. Le Nord-Est voit ses options stratégiques se verrouiller les unes après les autres. Pas vraiment d'ouverture possible en termes de désescalade avec la Turquie en raison de cette nouvelle connectivité existant entre les théâtres d'opération nord-irakiens et syriens. Cette nouvelle connectivité invalide une des stratégies et une des options stratégiques qui était celle de l'administration autonome, qui était de dire on va capitaliser sur la présence américaine et, dans une moindre mesure, française dans le Nord-Est, tenter de convertir la coopération militaire et sécuritaire en soutien politique, chercher la désescalade avec la Turquie pour, au-delà, normaliser avec l'Occident et trouver une place dans un processus politique international à venir. Cette démarche-là est rendue problématique à la fois par la nouvelle confrontation avec la Turquie. La Turquie n'était pas en guerre avec les SDF jusqu'en 2018, mais depuis 2018, on voit les conflits se multiplier. Bataille de Afrin, bataille sur les deux villes de Ras Laïn et de Tel Abyad, et maintenant guerre d'usure qui préfigure sans doute des interventions militaires à terme si une solution politique n'est pas trouvée. Deuxième option qui théoriquement existe pour les acteurs du Nord-Est, c'est l'ouverture sur Damas et la recherche d'une solution bilatérale avec le gouvernement syrien, avec le régime syrien, par l'entremise de la Russie. Mais là aussi, ce qu'on voit, c'est un durcissement de la relation avec Damas. Damas, dès le moment où les Kurdes font le pari de l'alliance avec les Américains, Damas coupe toute idée d'entente avec eux, pour autant qu'elle existait avant. Les Russes ont vaguement essayé de faire
un peu de médiation, mais n'ont engagé aucun capital politique pour contraindre ou pour pousser les deux parties à s'entendre. Et en fait, la Russie est bloquée par sa relation avec la Turquie sur un calcul très simple, c'est que toute entente entre le pays des Kurdes ou l'administration autonome contrôlée par le pays des Kurdes et Damas, d'une manière ou d'une autre, si elle est acceptée par les Kurdes, elle ne peut que être hostile à la Turquie. Et la Russie a trop besoin de la Turquie sur d'autres dossiers pour engager du capital politique significatif pour résoudre le problème du Nord-Est, qui de toute façon reste à ce jour sous contrôle américain, ce qui met la Russie dans une posture d'attentisme actif, c'est-à-dire attente du retrait américain, plus déstabilisation. Donc là, on voit aussi que la porte de Damas en matière de diplomatie partisane se verrouille devant les Kurdes et laisse finalement l'espace pour une seule option possible aujourd'hui, c'est construire du fait accompli. Plus d'institutions, meilleure gestion des ressources, plus d'enracinement de l'administration autonome dans les différents territoires sous son contrôle, mais particulièrement chez les Arabes, développement des capacités militaires, renforcement de l'expérience de combat. Et c'est bien le problème, c'est qu'une politique de fait accompli dans un contexte de blocage des deux grosses options de l'escalade diplomatique et politique est à terme une garantie quasiment certaine d'une intervention de la Turquie, d'une nouvelle intervention de la Turquie, ce sera de loin pas la première, pour résoudre ce que la Turquie considère être l'ordre politique dans le Nord-Est, un problème relevant de l'ordre de la sécurité nationale. Donc, et je conclurai par ce cinquième point, c'est que le gel du conflit est à la fois dynamique, mais porte également en soi les germes de nouvelles confrontations à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup Patrick pour tous ces éléments qui sont extrêmement précis sur la situation et sur l'appréciation que l'on peut porter sur ce qui se passe dans ces deux régions que tu as bien mis en relation, ce qui est extrêmement intéressant. J'avoue que moi, dans ce que tu dis, il y a un élément que j'avais pas mesuré tel que tu le décris, c'est-à-dire la position des FDS ou de la région contrôlée par les Kurdes. Moi, je pensais qu'il y avait plus encore aujourd'hui de négociations avec le régime de Damas, et tu as l'air de dire que c'est vraiment une opposition qui est clairement établie. Et comment cette région peut-elle fonctionner, puisque si j'ai bien compris, tu dis que 70% de la population est arabe dans cette région contrôlée par les Kurdes. Et donc, est-ce que toutes les tensions qu'on avait vues au départ sont des tensions qui sont plus aussi fortes? Est-ce qu'il y a une cohabitation finalement qui se met en place dans cette région sur ce point précis? Ouais. C'est une super question parce qu'elle renvoie à des approches, à mes yeux, erronées, mais qui ont une inertie assez forte. L'arrivée du PID dans les zones arabes a été systématiquement vue sous le prisme ethnique, oui, rapport entre les Arabes et les Kurdes. Et à nos yeux, le prisme pertinent pour comprendre la réalité et les dynamiques et les tensions entre l'administration et les populations, le prisme pertinent, c'est de penser en termes parti versus société, et non pas en termes de arabe versus kurde. Pour une raison simple, c'est que le PID, lorsqu'il s'est implanté et qu'il a constitué son projet politique, il l'a fait d'abord dans les zones kurdes, mais c'est là où la dimension autoritaire a été la plus manifeste. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'il y avait des oppositions constituées, les différents partis pro-Barzani du KNC, du Conseil kurde, et les différents partis liés qui
lui sont liées. La dimension idéologique et la projection idéologique sur les populations, notamment dans le domaine de l'enseignement, où le PID a dès le départ très rapidement posé le principe de l'éducation par la langue maternelle, remplacer les cursus de l'État ou du gouvernement syrien, et avec ça couper toute une génération de l'accès à des diplômes reconnus, a profondément antagonisé les populations avec le parti. Alors qu'à l'inverse, dans les zones arabes, la dimension idéologique de la présence de l'administration est beaucoup plus faible. On ne tente pas d'imposer, en tout cas pas à ce jour, les curriculums et les manuels d'instruction de l'administration autonome. On ne tente pas d'imposer la loi de la femme, par exemple, sur la femme, qui se veut égalitaire, qui est contre la polygamie, pour l'égalité dans l'accès à l'héritage, et donc problématique d'un point de vue théologique et culturel pour les populations dans ces zones-là. Le recrutement a été beaucoup plus tardif en termes militaires, et ce qu'on voit, c'est que dans l'ensemble de l'arc qui a été repris à l'État islamique et qui se déploie maintenant de la ville de Minbij jusqu'aux différentes bourgades de Deir en passant par Raqqa, ce qu'on voit, c'est plusieurs choses. D'abord, un lent ralliement prudent, pratique au sens, c'est la recherche des salaires, c'est la volonté de participer un minimum au pouvoir local, c'est le besoin d'une autorité locale. Donc un long ralliement d'une partie des classes moyennes qui hésitaient il y a encore 1 an ou 2 ans en constatant l'imprévisibilité du futur et redoutant un retour du régime. Donc la capacité de l'administration à sortir d'une pure démarche de clientélisme sur des secteurs très étroits de la société et ouvrir progressivement le champ de la participation à d'autres acteurs qui étaient réticents, comme les classes moyennes urbaines, montre une certaine dynamique d'enracinement qu'on ne connaissait pas il y a 2 ans, et qui, à la limite, se déroule sans doute mieux dans les zones arabes que dans les zones kurdes, parce que les zones arabes n'ont pas été structurées par une opposition au PID comme l'étaient les zones kurdes, et parce que les zones arabes subissent moins de plein fouet la dimension idéologique de l'administration. Et troisièmement, c'est un point très important également, quelle est la capacité où sont les capacités au sens ressources humaines dans les zones arabes pour s'opposer à l'administration et au PID aujourd'hui. Ceux qui ont un capital politique pour refuser, pour contester, pour émettre des revendications, sont les gens qui ont acquis ce capital politique dans les années 2011, 2012, 2013, lorsque c'était les oppositions, les groupes de l'armée syrienne libre, les conseils locaux. Ce sont des gens qui sont passés par l'expérience des Tansirqiyet, de ces groupes de coordination locale qui ont mené les manifestations à son début. Et tout ce viatique révolutionnaire à capacité politique fait un calcul très simple, fait un calcul de moindre mal. Quand on leur demande qu'est-ce que vous pensez de l'administration autonome, la réponse est toujours la même. Ahwan al-Sharri, c'est le moindre mal. La seule option qui reste, qui serait possible en cas de déstabilisation de ces zones-là, c'est un retour de régime. Et bien sûr que ces oppositions-là préfèrent largement, et pas seulement un peu, largement, l'administration sous contrôle du PID à un retour du régime. Et d'ailleurs, j'ajouterais, y compris les acteurs qui ont des sympathies pour le régime. Parce qu'ils voient bien comment est-ce que la situation est dans les zones contrôlées par le régime. L'instabilité, la fragmentation, le chaos, le népotisme à tous les étages, les checkpoints qui imposent leur taxation, alors que tout ça, le népotisme existe, la corruption existe chez les Kurdes, mais la situation, surtout sur le plan sécuritaire, est infiniment meilleure.
et je pense que c'est un point à garder en tête parce que c'est vraiment important, face à des populations épuisées par plus de 10 ans de guerre, il y a 3 choses centrales pour elles aujourd'hui. 1, c'est manger, évidemment. 2, c'est l'éducation des enfants. Ouais. Et 3, c'est la sécurité. Et la sécurité est bien meilleure dans le nord-est que dans les zones contrôlées par le régime. Et l'option du retour de régime n'est soutenue par personne. Et ceux qui ont les capacités politiques de contester sont les gens qui se sont d'abord constitués dans une geste de défiance par rapport au régime et qui donc préfèrent s'en tenir à ce qu'ils ont et donc entamer des démarches plutôt réformistes, de transformation de l'administration, plutôt que de penser à une alternative globale à cette administration. Donc paradoxalement, le côté moins lourd idéologiquement de la présence dans les zones, de l'administration autonome dans les zones arabes facilite en quelque sorte la greffe de cette administration dans des territoires qui, a priori, si on regarde par le prisme de l'idéologie, parti laïque, etc., ou sur le prisme ethnique, rapport arabe-kurde, a priori, ces zones, bien sûr, seraient prédisposées à entrer dans une logique, de refus, alors que ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, les dynamiques de contestation ouvertes, manifestations, grèves générales, etc., s'il y en a eu, ont été relativement de faible ampleur et ont plutôt abouti à des démarches de cooptation et de négociation interne plutôt que de répression qui pourrait entamer un cycle de répression et de résistance qui, à ce jour en tout cas, n'existe pas. Merci beaucoup pour ces éléments parce qu'effectivement, je crois que c'est important de remettre les choses telles qu'elles existent sur le terrain et non pas la perception qu'on peut en avoir souvent. Et c'est vrai que moi, j'avais lu beaucoup d'éléments qui n'allaient pas forcément dans cette description que tu fais et toi qui est une description que tu fais de retour de terrain, je veux dire, qui correspond vraiment à une réalité et non pas simplement à des fantasmes ou des projections que l'on peut faire de l'évaluation de la situation. Donc, c'est d'autant plus précieux d'avoir cette analyse. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, si je puis dire, la salle virtuelle, si, parce qu'évidemment, moi j'aurais d'autres questions. Et donc là, je vois qu'il y a une question de Antoine qui donc remercie pour cette conférence. Étant en train de rédiger un ouvrage sur l'intervention iranienne en Syrie, comment voyez-vous l'évolution des relations entre l'Iran et la Syrie? Alors, je vais être très court sur les choses que je connais mal. Les quelques points sur lesquels je pourrais répondre, c'est de dire bien sûr que on est dans un conflit où l'ensemble des forces en présence tiennent maintenant grâce à des relations de patronage politique qu'elles ont réussi à établir, que ce soit HTS avec la Turquie, que ce soit les Kurdes avec les Américains, que ce soit le régime avec l'Iran et la Russie. Alors, ce qu'on peut dire plus spécifiquement sur l'Iran, c'est que, un peu comme dans les autres pays de la région, je pense il y a très longtemps le Liban, plus récemment l'Irak, la stratégie de l'Iran est toujours assez semblable. On profite d'une période d'instabilité, on crée des milices, ces milices vont être connectées à l'Iran, pas forcément sous contrôle total, immédiat, etc. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. On voit une forte autonomie des dynamiques locales dans la pratique au quotidien des milices pro-iraniennes. Et ensuite, avec ce vivier d'influence, qui est d'ailleurs une influence territoriale dans ces pays-là, l'Est de la Syrie est sans doute plus sous le contrôle des milices pro-iraniennes qu'elle n'est du gouvernement de Bachar el-Assad. Et ensuite, une fois que ce vivier milicien est établi, si une opportunité se présente, on passe aux politiques. C'est le cas du Hezbollah, qui s'est constitué comme mouvement militaire, maintenant est partie prenante du gouvernement libanais. Je fatigue. Mais c'est le cas également des milices du Hashd Shabi, qui donc
qui se sont constituées également à la faveur de la contre-insurrection contre l'État islamique et qui maintenant, avec les différentes échéances électorales, ont permis d'entrer et de faire de l'entrisme politique dans les institutions du gouvernement et de l'État irakien cette fois. Alors, le problème du passage au politique du système milicien en Syrie, c'est qu'il n'y a pas de politique. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'échéance à venir. Et donc, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est l'installation, la consolidation d'un dispositif milicien, mais dont on peut imaginer qu'à terme, il va profiter d'une ouverture. Et je ne parle pas d'ouverture, d'une ouverture du système politique, d'une manière ou d'une autre, pour faire de l'entrisme dans les institutions civiles, cette fois-ci, comme ces milices l'ont toujours fait par le passé. Voilà, c'est un peu général, mais c'est ce que je pourrais dire là. Mais ces milices pro-iraniennes dont tu parles, ou des milices qui sont proches de l'Iran, elles sont présentes dans le nord-est de la Syrie? Alors, ou en fait, elles ne sont pas très présentes dans cette région en particulier? Alors, il y a une toute petite présence dans les derniers périmètres sous contrôle du régime, c'est-à-dire quelques... Et c'est vraiment très petit. L'aéroport de Qamishli, 2 quartiers à l'intérieur de la ville de Qamishli, et pareil, en version encore plus réduite, dans la ville de Hasakeh. Pour le reste, l'ensemble du territoire est contrôlé par les forces démocratiques syriennes. Et les autres présences militaires qu'on peut voir sur le terrain à côté des Russes et des Américains, c'est autour des périmètres repris par la Turquie, une très faible présence de quelques unités militaires de l'armée syrienne, mais alors elle, cette fois-ci, largement contrôlée par les Kurdes. D'accord. Alors, il y a une autre question. Est-ce que je vois... j'ai vu qu'il y avait peut-être eu un accord entre l'administration autonome et le gouvernement de Damas sur le poste sur frontière. Je ne vois pas très bien. À Yaroubiya. Ça te dit quelque chose, ça, Patrick? Oui. La question du poste frontière de Yaroubiya est discutée depuis à peu près 2015. Et les positions ont toujours été les mêmes. Les Kurdes, enfin l'administration, cherche à se désenclaver, mais n'est pas prête à céder sur le contrôle territorial qu'elle a. Sa position, c'est de dire on peut avoir une entente de partage des bénéfices, de co-administration, éventuellement du poste frontière, mais on ne va pas donner le poste frontière au régime. Symétriquement, la position du régime, c'est de dire on ne revient que si on a un dispositif total, non seulement administratif, mais aussi militaire et sécuritaire. Donc, les discussions ont lieu, auront encore lieu, ont déjà eu lieu, et n'aboutissent à rien. Et ça, je crois que si on ouvre un peu sur la question de la nature des négociations entre les Kurdes et Damas, et je pense que c'est important de soulever ce point, c'est que ce qu'on voit, c'est que tout est possible tant que ça reste infrapolitique. Tout est possible tant que ça ne concerne pas un endgame, une solution durable qui réglerait la question du Nord-Est. Donc, ils peuvent s'entendre sur des questions comme un syncrétisme des institutions d'éducation éducative à Minbij. Ils peuvent s'entendre sur la réfection des turbines du barrage de Tapra, sur la distribution de l'électricité produite par les barrages, sur des deals économiques en tout genre, à commencer par le pétrole, sur des précarés d'influence laissés aux Kurdes à Alep, dans la province de Alep à Tel Rifat, mais aussi dans les quartiers kurdes de Alep, Sheikh Maqsoud notamment, en échange, entre guillemets,
de laisser par les Kurdes autour des dernières poches, alors cette fois-ci les poches du régime existant dans les zones sous leur contrôle. Mais chaque fois que des tentatives ont été faites d'ouvrir le spectre de la négociation à une solution politique durable, ça bute sur les positions intransigeantes des deux parties qui sont sur les mêmes positions qu'ils ont depuis que ces discussions ont eu lieu. Le régime peut concéder des marges sur sa propre vision de la décentralisation cristallisée autour de la loi 107, et les Kurdes refusent de discuter en dehors d'une version infiniment plus prononcée d'autonomie qui est bien au-delà de ce que le régime pourrait tolérer aujourd'hui. Et ce qu'on voit se mettre en place actuellement, c'est une dynamique de durcissement des relations entre eux. Le régime qui voit que sa tête n'est plus revendiquée, qui voit l'Occident discuter de early recovery, de reconsidérer une aide purement humanitaire. Certains pays maintenant veulent faire un tout petit peu plus. Le régime qui voit une réouverture, même très fragile, même très partielle sur sa profondeur arabe, est de retour dans une position d'hubris qui fait qu'il est moins prêt que jamais à faire des concessions à n'importe quel acteur, kurde y compris, qui encore une fois sont définis comme étant désormais des ennemis et pas seulement des opposants avec lesquels il est possible de s'entendre. Donc la règle d'or, je pense, pour comprendre la nature de ces négociations, et éviter d'extrapoler trop loin, c'est de dire tout ce qui est infrapolitique, c'est-à-dire tout ce qui ne concerne pas une solution finale et durable est possible, tout ce qui est au-delà est impossible. Rien à faire. Et d'ailleurs, tu as parlé là, des pays arabes à l'instant, il y a une question qui te demande de dire quelques mots sur les effets sur ce conflit d'usure des tentatives de normalisation par les pays du Golfe. Oui. Alors, la normalisation, d'abord, il faut, je pense, garder en tête que les différents pays ont des approches relativement différentes. La position des Émirats est sans doute plus avancée que celle des Saoudiens et des Égyptiens. Deux, elle va buter sur le régime de sanctions que les Américains ont mis en place, ce qui veut dire que, imaginez qu'une normalisation politique, un retour encore lointain dans la Ligue arabe puisse à terme se traduire en termes de soutien économique et un pari qui est bien sûr le pari que Damas fait, mais la translation ou la conversion d'une relative ouverture politique en termes de soutien économique va être extrêmement compliquée à cause du régime de sanctions imposé par les Américains. Et par contre, la conséquence directe de ça, c'est que le régime est plus intransigeant que jamais, à un moment donné où certains États arabes attendent quand même un minimum de décompression de l'autoritarisme existant. Et donc, sans vouloir faire de la prophétie, il me semble que c'est un chemin qui m'apparaît encore très très long et plus qu'incertain. Et certainement pas capable de résoudre les problèmes beaucoup plus immédiats auxquels le régime est confronté aujourd'hui, c'est-à-dire la crise économique et les différentes dynamiques de fragmentation dont on avait parlé en début de cet exposé. Mais le régime n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied, suite à ce que tu viens de dire, à savoir que cette tentative de normalisation, et tu dis que certains pays aimeraient bien justement que ce régime allège un peu la pression dans son mode de fonctionnement, et ce qu'il ne fait pas du tout, mais en faisant ça, il va bloquer lui-même ces tentatives de normalisation dont il aurait tout à bénéficier finalement si cette normalisation pouvait se faire. Mais le régime mesure pas ça, est enfermé dans sa propre logique ou... Je peux difficilement en parler, vu que... je préfère parler des gens que je rencontre que des gens de ceux que je connais. Mais enfin, j'ai quand même l'impression qu'en regardant ces 10 ans de conflit,
le régime a peu agi de manière transactionnelle. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Une des leçons que j'avais entendues à Damas il y a quelques années de la confrontation avec l'armée syrienne libre et les différentes factions islamistes qui étaient aux portes et à l'intérieur même de Damas, c'est de dire ce qui a payé, c'est notre intransigeance. Ouais. Et c'est l'intransigeance qui a été, je veux dire, de manière in fine, le garant le plus solide de notre capacité à survivre. Oui, ça c'est une caractéristique de ce régime qu'on trouve depuis le début et qui était même antérieure à ce soulèvement. Si on se réfère à 82, la gestion par le père de Bachar el-Assad des événements à l'époque de Hama. Donc on est dans la même logique finalement dans la façon de réagir à une quelconque opposition. Je vois qu'il y a encore une question sur le système finalement politique qui serait la fédération, disant que Moscou soutiendrait une fédération de Syrie avec la prise en compte des minorités et de toutes les confessions, tandis que Téhéran prône un renforcement de l'État central syrien et absolument contre toute fédéralisation de la Syrie. Donc là, on revient à la question finalement l'opposition ou les projets différents entre la Russie et l'Iran en Syrie. Ouais. Je suis pas sûr que la Russie prône quelque chose. La Russie bricole beaucoup en matière de négociation. En 2015, elle avait vaguement tenté. En 2015, la Russie était moins sous dans ce réseau de dépendance qui s'est mis en place entre elle et la Turquie, était plus prête à s'ouvrir aux Kurdes et à tenter un rapprochement entre les Kurdes et Damas. Bricole une constitution, c'était de la décentralisation très poussée, c'était quasiment du fédéralisme, etc. Ils la mettent sur la table. Damas rejette la proposition, les Kurdes trouvent que c'est pas assez, et le projet mort de sa belle mort, vu qu'il était jamais né. Et je pense que il ne faut pas voir ou éviter de voir la Russie comme étant un acteur qui négocie sur les solutions de substance et de long terme. La Russie est beaucoup plus sur des coups plus tactiques et dans la logique de la guerre d'usure plutôt que d'une recherche maintenant d'une solution durable. Bien sûr, la Russie n'a aucun problème avec une solution fédérale, vu que c'en est une. Elle va sans doute peu investir dans une solution fédérale, sachant que ça va peser fortement sur sa relation avec les acteurs de la région, sans doute moins l'Iran que la Turquie. D'ailleurs, plus il y a de fédéralisme, plus il y a d'autonomie pour les Kurdes, plus c'est problématique pour la Turquie. Et de la même manière, l'Iran va également tenir compte de deux choses. D'abord, sa propre problématique kurde qui pourrait être affectée par une solution trop autonomiste pour le Nord-Est, mais aussi, au-delà de ça, cette vieille posture idéologique qui existe dans la région, considérant que n'importe quelle solution d'autonomie poussée est un premier pas vers une dynamique de fragmentation du système arabe, en quelque sorte, qui s'est constitué après les indépendances. Donc moi je dirais oui sur un Iran revêche à toute solution qui ne soit pas centralisée. Moi je ne pense pas que l'Iran fait le pari d'un État fort. Moi je pense que l'Iran a plutôt fragmenté l'État. L'Iran a peu soutenu les institutions de l'État syrien. Il a surtout mis en place des ordres parallèles. Mais certainement, l'Iran sera opposé à quelque chose qui soit trop... ou ayant un curseur trop dirigé sur une solution fédérale, alors que la Russie pourra adopter un peu n'importe quoi, mais ne prône aucune solution en substance aujourd'hui.
Alors moi, je voudrais, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, donc je vais en profiter moi. Je voudrais qu'on revienne un peu sur la région de Idlib avec la reprise des bombardements récents. Comment tu vois, toi, l'évolution de HTS? Est-ce que cette force peut continuer à finalement gérer ce territoire tel que tu le décris, avec peu de moyens, hein, puisque tu parlais d'un nombre de fonctionnaires, entre guillemets, beaucoup moins important que dans la région du Nord-Est. Et donc, comment tu vois l'avenir de cette région, de cette province, qui est quand même un statut absolument ahurissant, ou avec des conditions de vie pour la population que tu fréquentes régulièrement, puisque tu y vas souvent. Comment tu vois l'évolution de cette région, de cette zone, quand on voit la situation catastrophique dans laquelle elle se trouve? Moi, je pense que c'est important de différencier peut-être deux questions, la question de l'évolution de la HTS et la question de l'évolution de la zone en tant que telle. Sur le deuxième point, l'évolution de la zone, Idlib est maintenant un protectorat turc, mais un protectorat où la Turquie s'immisce moins qu'on imagine. L'objectif de la Turquie en 2020, c'était éviter une déferlante de réfugiés sur la Syrie, sur la Turquie. Sachant combien la question des réfugiés syriens est maintenant un enjeu de politique électorale et de politique domestique, et l'AKP ne peut pas se permettre une nouvelle forte vague de réfugiés. C'est pour ça que l'objectif stratégique de la Turquie par rapport à Idlib, c'est de maintenir ce que eux-mêmes appellent une profondeur stratégique, c'est-à-dire un espace suffisant pour que les populations qui soient sur place puissent y rester. Et alors ça, c'est un deuxième position de la Turquie importante à garder en tête, c'est que la Turquie a entériné son extrême difficulté à produire des institutions avec ses autres alliés dans les zones qu'elle contrôle en fait, en dehors de Idlib. Et le fait d'avoir un mouvement fort ou un hégémon local qui arrive à tenir le territoire, c'est quelque chose qui les arrange. Et la Turquie, et je pense que c'est important en termes d'analyse de distinguer la politique turque à l'égard des zones FSC et la politique turque à l'égard des zones HTS. La politique turque à l'égard des zones HTS fonctionne dans une logique, on va faire de la comparaison historique à 100 balles, mais dans une logique de indirect rule, quoi. On est prêt à laisser une autonomie assez forte à l'hégémon local tant qu'il arrive à tenir le territoire. Et pour l'instant, HTS le tient, le territoire, en termes sécuritaires et ordre institutionnel minimal. Pour le reste, tout dépendra de l'extérieur. On a plus de 1100 différents camps qui existent à Idlib aujourd'hui, pour une population de déplacés dans les camps de 1,2 million. Et je pense qu'il faut distinguer les déplacés dans les camps et les déplacés hors des camps. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chez eux, mais qui ne sont pas dans les camps non plus. Et ce sont très souvent des gens qui se saignent financièrement parce qu'ils doivent payer des loyers, parfois, et parfois d'ailleurs se saignent et tombent dans les camps. Donc ce à quoi il faut s'attendre, c'est sans doute un gonflement relatif des camps, même en cas d'absence de guerre, à cause de l'épuisement financier des populations qui existent sur place. Donc l'évolution de la zone, ça va être sécurisation militaire par la Turquie. Du point de vue de la Russie, reprendre l'initiative militaire sur Idlib, ça veut dire, vu le système de protection et de défense que la Turquie a mis en place, ça veut dire de facto faire la guerre à la Turquie, et la Russie n'y est pas prête. Donc de ce point de vue-là, d'un point de vue militaire et sécuritaire, Idlib est sans doute dans une situation plus confortable que le Nord-Est, parce que les risques d'intervention sont moins grands. Par contre, d'un point de vue humanitaire et institutionnel, elle est dans une situation beaucoup plus délicate. Elle aura besoin de plus d'aide humanitaire dans un contexte où, à terme, la Russie va très vraisemblablement
verrouiller l'accès à l'ONU, qui pour l'instant bénéficie dans laissez-passer du Conseil de sécurité pour utiliser les postes frontières de Bab el-Hawa et faire passer l'aide en direction des camps directement depuis la Turquie. Et on sait que la tentative russe de dire il faut faire toujours plus de cross-line, comme ils appellent, c'est-à-dire faire passer toujours plus d'aide onusienne depuis Damas au lieu de la faire passer depuis la Turquie, ne pourra jamais subvenir aux besoins et arriver au niveau d'aide qui est dispensé maintenant via les opérations cross-border, c'est-à-dire passant par Bab el-Hawa. Donc sans doute pourrissement à attendre de la situation humanitaire, pas grand-chose à s'attendre sur le plan militaire. Et ensuite, deuxième point, c'est l'évolution de HTS. HTS, maintenant, fait des calculs stratégiques qui sont, si on met l'idéologie de côté, pas tellement différents de ceux des Kurdes du Nord-Est. Ils savent très bien que la prise de Damas n'est plus à l'ordre du jour, que le mieux qu'ils puissent faire aujourd'hui, c'est contrôler les populations, un territoire, et avoir une carte à jouer autour de ce contrôle territorial, comme les Kurdes. Hein. D'ailleurs, petite anecdote sur les Kurdes, sans oublier Idlib. Pourquoi est-ce que les Kurdes n'ont passé aucun deal territorial jusqu'à maintenant avec le régime, en dépit de toutes les rumeurs concernant Menbej, Deir ez-Zor, Raqqa, etc. C'est parce qu'ils ont bien compris que le contrôle territorial et le contrôle des populations, c'est la carte stratégique qu'ils ont pour négocier un jour, soit sur l'international ou avec Damas. Et HTS, Jolani, font le même calcul. Il faut tenir le territoire, organiser un minimum des populations. Et pour ça, ils savent qu'ils ont besoin, comme les Kurdes, d'un sponsor. Et ce qu'ils ont fait, c'est développer une relation de patronage avec la Turquie, en escomptant, comme les Kurdes, avec les Américains, que cette relation de coopération militaire, sécuritaire, limitée, etc., puisse à terme être convertie en soutien politique. Et comme les Kurdes encore, le pari stratégique de la conversion de la coopération militaire en soutien politique ne marche pas à cause de la généalogie terroriste. Hein. Les Kurdes ont le problème du lien avec le PKK, HTS a le problème des antécédents de sa relation avec Al-Qaïda. Donc dans ce contexte-là, HTS et en particulier Jolani essayent ou voudraient normaliser d'abord avec la Turquie, mais chercher aussi une ouverture sur l'Occident parce qu'ils savent que la capacité de survie du territoire dépendra largement de l'aide internationale. Pas de ressources, pas de pétrole à Idlib. Et ça aussi, c'est verrouillé par la difficulté des États occidentaux de penser le contre-terrorisme en termes politiques. Hein. HTS est listé, et le listage, en fait, est un acte à la fois moral et militaire. Il faut affaiblir un mouvement, il faut le punir. Et les listages terroristes, jusqu'à maintenant en tout cas, n'ont jamais été une posture politique qui serait de l'utiliser comme instrument de transformation d'acteurs qui sont, jusqu'à une certaine mesure, mais je pense que la mesure est importante, prêts à se transformer. Donc, et en interne, ce que HTS est en train de faire, c'est de reprendre langue toujours plus avec les différentes forces politiques locales qui restent après avoir construit son hégémon en écrasant les forces de l'ASL d'un côté, et puis ensuite en tapant à droite, en quelque sorte, la droite c'est ma gauche, en tapant à droite, et en éradiquant les différentes forces salafistes qui existaient encore, que ce soit Rola Seddin, que ce soit l'État islamique, que ce soit les différents surgeons du djihad global qui sont encore à Idlib aujourd'hui. Et ce qu'on voit se mettre en place maintenant,
c'est une dynamique et un terme anglais qui est parfait pour ça, de mainstreamisation, de redevenir une force locale et relativement normale. On le voit par exemple dans la politique religieuse qu'ils ont, c'est-à-dire on se rabiboche avec le clergé local, on ne va pas imposer des prêches sur le vendredi, on va entériner l'école de jurisprudence Shaf'ite, qui est l'école de jurisprudence de la majorité de la population, parce qu'on ne veut pas que les populations entrent en rébellion, et on fait l'impasse sur des points importants de la doctrine salafiste et salafiste djihadiste, qui est plutôt opposée aux madhab, aux écoles de jurisprudence, a fortiori l'école Shaf'ite, parce qu'elle est considérée plutôt proche du soufisme. On réhabilite l'idée que la charia puisse faire l'objet d'une institutionnalisation sous forme de loi. Il y a un vieux débat au sein des cercles de l'opposition syrienne sur le taqnin charia. Peut-on codifier la charia ou non? Maintenant, il y a 2 mois de ça, suite à une conférence à HTS, entérine la possibilité de codifier la charia et donc s'éloigne encore un peu plus de l'ancienne matrice salafiste djihadiste qui était la sienne. Et en fait, si on fait et si on regarde sur les 2-3 dernières années l'évolution de la politique religieuse de HTS, ce qu'on voit se mettre en place, c'est quelque chose qui relève beaucoup plus de l'islam politique assez classique que du salafisme djihadiste qui avait constitué effectivement sa référence quand Jolani et quelques-uns de ces hommes sont arrivés en Syrie. Alors comment tu arrives à faire du terrain dans cette région? Comment ça fonctionne? Comment tu débarques et tu arrives à pouvoir rencontrer les interlocuteurs, à travailler avec eux, à discuter? Comment concrètement? C'est quand même une question qui intrigue quand on connaît la situation sur place, qui est extrêmement difficile. D'abord, je pense que c'est un travail de longue haleine. Les premières visites qu'on avait fait à Idlib remontent à 2012. Ah oui, donc on a beaucoup de connaissances sur place. Les gens nous connaissent un peu. Les États de la région également. Et dans un moment où, sur Idlib spécifiquement, l'idée des forces qui tiennent le terrain actuellement et de redécouvrir une certaine forme de réalisme politique, ça facilite, on va dire, les contacts avec les milieux de la recherche, de la médiation, des organisations internationales, etc. Et sur le nord-est, c'est un peu pareil, c'est une relation de longue haleine qui s'est maintenue et qui a permis, dans le nord-est, plus spécifiquement, de contourner une simple approche par les élites et vraiment pouvoir faire du terrain au niveau de la société aussi, parce que le contexte sécuritaire le permet, ce qui n'est pas forcément encore le cas à Idlib. Et tu arrives dans les entretiens avec les gens, pas forcément les élites, mais les gens parlent ou ont envie de parler. Oui. Je crois qu'il y a un énorme désir de parler qui est beaucoup plus grand, il me semble, aujourd'hui qu'il y a quelques années. En 2013-2014, quand on arrivait en tant qu'Européens, on était surtout mis à la vindicte de populations qui croyaient encore à l'Occident, qui voulaient plus d'aide, etc. Maintenant, on n'est plus dans une logique de chercher plus d'aide, mais d'éviter l'oubli. Et dans cette perspective-là, je pense que cette perspective n'est pas seulement politique, c'est pas seulement les autorités locales, c'est aussi les populations qui redoutent de tomber dans une espèce de trou noir géostratégique que, encore une fois, le terme de conflit gelé risque implicitement d'entériner. Alors, j'ai un peu pris la parole là, mais est-ce que vous y aurait une dernière question parmi les personnes qui nous écoutent? Parce qu'on arrive à la fin de cette rencontre. Est-ce que, avant de nous séparer,
l'un ou l'une d'entre vous souhaiterait poser une question à Patrick Henny? Non, j'ai l'impression je dirais pas qu'on a fait le tour de cette question parce qu'on pourrait encore y passer des heures, bien évidemment, tellement le propos était riche, et je pense que tous les éléments que tu as développés permettent vraiment de mieux comprendre, en tous les cas, de mieux appréhender cette réalité, en particulier de ces deux terrains sur lesquels tu travailles et qui nous a permis de, je crois, beaucoup mieux comprendre quelles sont les dynamiques en cours, aussi bien au nord-est qu'au nord-ouest. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, non, que des remerciements que je te transmets, Patrick. Et en tous les cas, un grand merci d'avoir accepté de venir et de nous avoir éclairci ou éclairé, comme tu l'as fait aujourd'hui, sur ce qui se passe en Syrie. Et pour justement éviter l'oubli, c'est un terme que je retiens, tant cette inquiétude est grande de la part de nombreux Syriens, de voir qu'on ne parle plus de ce qui se passe en Syrie, mais à l'IREMO, en tous les cas, on continue à s'y intéresser, et grâce à la venue de chercheurs comme Patrick. Donc, encore une fois, un grand merci. Tu repars bientôt sur le terrain ou pas tout de suite? Oui. Et bien, donc, on aura l'occasion, je vous le promets en tous les cas, de faire venir Patrick la prochaine fois lors de ce retour de terrain, parce qu'il n'y a pas plus précieux comme analyse ensuite. Donc, un grand merci de votre part à tous, et merci à vous tous d'avoir assisté à cette conférence. Voilà, écoutez, que des remerciements qui s'affichent à l'écran en tous les cas.